Bonjour, je suis Nathalie Besson, physicienne des particules au CEA. La physique des particules consiste à étudier l'univers au niveau de ses briques élémentaires. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut étudier l'infiniment petit? Comment est-ce qu'on peut voir l'invisible? Alors imaginons que vous vouliez comprendre le fonctionnement du système solaire. Vous ne pouvez pas vraiment prendre une fusée pour aller le visiter en détail. Alors ce que vous faites, c'est que vous fabriquez une maquette. Et vous intégrez dans cette maquette tout ce que vous avez déjà observé. Donc les corps célestes, leurs caractéristiques, leurs mouvements, plus les lois physiques pertinentes, comme la gravitation universelle dans ce cas-là. On appelle ça, cette maquette, un planétaire. C'est très joli et très utile. Parce que grâce à cette maquette, vous pouvez faire des prédictions. Par exemple, vous pouvez prédire la position de Mars dans le ciel au-dessus de chez vous, demain soir à 22h41. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites tourner la maquette et vous notez soigneusement cette prédiction théorique. Et puis demain soir, vous observerez Mars avec un moyen d'observation expérimental. Et vous pourrez confronter la prédiction et l'observation. S'il y a un écart entre les deux, il faudra alors que vous révisiez votre maquette. En revanche, si les valeurs concordent, vous avez compris quelque chose à la réalité des choses. C'est grâce à votre modèle de système solaire que vous progressez dans votre compréhension. Alors dans le cas des constituants fondamentaux de l'univers, la maquette, c'est un modèle, non pas en bois et en métal, mais écrit dans, je cite Galilée, le langage de l'univers, à savoir celui des mathématiques. Donc le modèle standard de la physique des particules, c'est son nom, il décrit tout l'univers dans une seule équation. Bon, les modèles, comme les maquettes, ça évolue. Parfois, l'observation d'un objet insoupçonné impose de modifier le modèle pour prendre en compte sa découverte. Comme par exemple, rajouter les lunes de Jupiter à la maquette après leur première observation. Mais parfois, c'est le modèle qui induit une découverte. Par exemple, c'est en constatant un écart entre les calculs et les observations de l'orbite d'Uranus que l'existence de Neptune fut déduite avant son observation. L'histoire du modèle standard est assez similaire. Il a été élaboré au cours du XXe siècle par d'innombrables allers-retours entre théorie et expérimentation. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Il y a deux grandes catégories de particules qui sont décrites. Il y a d'abord les constituants élémentaires de la matière qui sont au nombre de 12. Il y a les leptons, en bleu-vert ici. Alors le plus connu évidemment c'est l'électron, mais il y a aussi ses cousins, le muon et le tauon. Et puis il y a les 3 neutrinos, électroniques, muoniques et tauiques. Et il y a les 6 quarks en violet, le up et le down, le charme et l'étrange, le top et le bout. Ces particules de matière, elles interagissent entre elles en échangeant un autre type de particules, des particules médiatrices des interactions. Il y a 4 interactions fondamentales. L'interaction forte, qui est responsable par exemple de la cohésion nucléaire, c'est-à-dire ce qui colle entre eux les quarks up et down pour former les protons et les neutrons, qui à leur tour sont liés entre eux pour former les noyaux des atomes. Les messagers de l'interaction forte sont les gluons. Il y a l'interaction faible, qui est responsable de certaines désintégrations radioactives, comme celle qu'on appelle la désintégration bêta, et dont la faiblesse a comme conséquence extrêmement importante le fait que notre Soleil dure aussi longtemps. Les messagers de l'interaction faible sont les bosons W+, W- et Z. Et puis il y a l'interaction électromagnétique, qui est responsable de la plupart des phénomènes qui nous entourent. Par exemple, du fonctionnement de votre ordinateur, mais aussi du fait que les geckos tiennent au plafond. Les messagers de l'interaction électromagnétique sont les photons. La 4e interaction fondamentale est la gravité, c'est ce qui fait tomber les choses. Mais au niveau des particules élémentaires, elle est vraiment négligeable devant les autres, et du coup elle n'est pas prise en compte dans le modèle standard. Et puis, enfin, le modèle standard décrit une particule, pour l'instant unique en son genre, le fameux boson de Higgs. Il est la manifestation physique du mécanisme qui, au tout début de l'univers, a fait apparaître les particules massives. La physique des particules, c'est-à-dire l'étude de l'univers au niveau de ses constituants élémentaires, repose aujourd'hui sur un modèle qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle décrit en une seule et je trouve très élégante équation le contenu en particules élémentaires de l'univers, mais pas que le contenu, aussi leurs interactions. Alors comme tous les modèles, il est en évolution. Au début des années 60, c'était un modèle très satisfaisant car, on le disait, prodigieusement prédictif. Ça veut dire que toutes les valeurs qu'on calcule grâce au modèle collent aux valeurs qu'on mesure dans les expériences. Néanmoins, pour respecter certaines propriétés fondamentales de l'univers, l'équation imposait que les particules soient toutes de masse exactement nulle. Or, expérimentalement, ça s'est contredit, en particulier par les particules qu'on appelle les bosons W et Z, qui s'avèrent extrêmement massifs. Donc les théoriciens, en particulier messieurs Englert, Higgs et Brout, ont travaillé le modèle, ils l'ont modifié en rajoutant une particule, le fameux boson de Higgs.
Alors évidemment, pour valider la théorie nouvelle version, avec boson de Higgs dedans, il fallait observer celui-ci. Et c'est pour cela, entre autres, qu'on a imaginé, construit et fait fonctionner le LHC et les détecteurs Atlas et CMS. Et depuis 2012, on observe la création de bosons de Higgs au cœur des détecteurs régulièrement.